Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Voici le sommaire de cette édition. L'élan national en faveur de la transition énergétique, le Centre scientifique de Monaco vient de s'équiper d'un parc de panneaux photovoltaïques avec vue imprenable sur le port. Reportage à suivre. La crise de la Covid, au-delà des ravages et lourdes conséquences qu'elle a engendrées, a contribué aussi à creuser un important fossé entre pro et anti-vaccins, le tout alimenté par les réseaux sociaux. Peut-on parler d'une nouvelle fracture sociale? Nous poserons la question au sociologue Michel Vieviorca. Bilan en demi-teinte pour le Téléthon 2021 qui pour la première fois se déroulait au Grimaldi Forum ce week-end. Les résultats sportifs du week-end également dans ce journal avec du football et la belle victoire nette et sans bavure de l'AS Monaco FC face à Metz 4-0. Les basketteurs monégasques se relancent, eux, en Betclic Elite. Après quelques déconvenues en Euroleague, la Roca Team s'est imposée 90-83 face à Chalon-Reims. Les meilleurs pilotes moto du monde réunis à Monaco pour marquer la fin de la saison. Ils se sont donné rendez-vous à la collection des voitures anciennes du Prince. Et puis nous nous rendrons à Dubaï pour deux événements qui se sont déroulés en parallèle l'un de l'autre. Le tournoi Emirates Dubai Sevens pour lequel deux équipes monégasques féminines et masculines étaient engagées. Et puis nous suivrons la société Shibuya Productions qui a présenté dans la capitale des Émirats Arabes Unis le dernier tome de Blitz en marge des championnats du monde d'échecs qui se déroulaient dans l'enceinte de l'exposition universelle. La transition énergétique est en marche à Monaco. Toutes les forces sont mobilisées depuis plusieurs années maintenant, privées, publiques, pour contribuer à faire de la principauté un modèle vertueux dans le domaine de la préservation de l'environnement. Dernier exemple en date, l'inauguration d'un parc de panneaux photovoltaïques sur le toit du Centre scientifique de Monaco. Le récit d'Alexandra Pani sur des images de Lionel Bernardi. Ils produiront annuellement 25 000 Wh et couvriront 25% de la consommation du Centre scientifique de Monaco. Ces panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit du bâtiment situé sur le quai Antoine Ier en 15 jours par le service de maintenance des bâtiments publics. Cette nouvelle installation permettra d'économiser 20 tonnes sur les 164 générées par le centre. Sur ce projet ici qui nous réunit au CSM, nous avons déployé à peu près 1000 m² de panneaux photovoltaïques, exactement 987 m². Nous avons disposé 443 panneaux. Il faut savoir qu'en 2016, on avait 734 m² et aujourd'hui, fin 2021, on atteint quasiment 5000 m². Et ça occupe 26 toitures. À ce jour, il reste encore quelques toitures qui pourraient être exploitées, dont quelques-unes en prévision pour l'année prochaine. Ces installations peuvent à présent être installées sur des topologies différentes de toitures, toit plat, incliné, mais aussi en façade. La gamme de couleurs s'est également étendue pour permettre aux panneaux de mieux s'harmoniser dans le paysage urbain. Ici, les panneaux ont été installés à plat et permettront un retour sur investissement d'ici 8 ans, sachant que les mois de novembre, décembre, janvier et février ne sont pas pris en considération, seulement 2 à 3 heures de soleil par jour ayant été relevées. Ça participe à un effort global de l'établissement, du centre scientifique, qui nous permet aussi de signer le pacte de la transition énergétique. Mais c'est l'élément moteur et le plus visible des efforts que sont prêts à consentir l'ensemble des équipes pour diminuer l'empreinte carbone de notre institution. Suppression des plastiques, tri rigoureux des déchets, remplacement des ampoules par des LED. Le CSM a également signé ce jour-là le pacte national pour la transition énergétique. D'ici 2022, son président a émis le souhait d'associer l'ensemble des acteurs du centre pour qu'ils s'engagent de manière individuelle. Rappelons d'ailleurs que la mission pour la transition énergétique invite toujours l'ensemble des institutions et entreprises de Monaco à signer ce pacte, ainsi que le grand public. Et pour mettre en lumière l'exemple monégasque, une revue consacrée à la transition énergétique publie un numéro qui lui est dédié. Bonsoir Christina Thomel.
Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, il s'agit d'un numéro spécial Transition et énergie qui vient d'être lancé au Yacht Club. Un exemplaire a été remis au souverain lors de ce lancement. Titré « Monaco, laboratoire de la transition énergétique », ce dossier met en lumière les actions menées quotidiennement par la mission pour la transition énergétique à Monaco. Les célébrations de la Saint-Nicolas, comme chaque année, la mairie a gâté les petits élèves de Monaco. Et oui, les élus leur remettent à cette occasion de petites friandises comme des Pères Noël en chocolat. La fête de la Saint-Nicolas est commémorée le 6 décembre. Les marins avaient pour coutume de se placer sous sa protection et une église lui fut dédiée sur le rocher dès le XIIIe siècle à l'emplacement de l'actuelle cathédrale. De nos jours, c'est en tant que protecteur des enfants que son culte est perpétué directement par le Comité national des traditions monégasques, dont il est le saint patron, avec la participation de tous les jeunes écoliers de la principauté. Saint-Nicolas, l'ancêtre en quelque sorte du Père Noël. Et pour rester dans cette thématique, l'association Action Innocence organise une nouvelle fois son incontournable vente aux enchères de sapins. Pour la 16e année, une vente aux enchères de sapins de luxe est organisée à l'Hôtel de Paris le 8 décembre à 18 h. Les fonds seront reversés à l'association pour poursuivre ses actions auprès des plus jeunes, notamment dans la prévention de la pédocriminalité sur Internet. Je vous propose d'entendre Nancy Dota, qui fait partie du conseil d'administration de l'association. Nous allons donc exposer et vendre 30 sapins qui vont faire du bien aux enfants, parce que notre action, c'est de sensibiliser les jeunes aux dangers d'Internet. Donc en fait, les sapins sont des sapins qui sont créés par des maisons de bijoutiers, des hôtels ou des sociétés de Monaco. Certains sont avec nous depuis le début. Par exemple, il y a des bijoutiers style Cartier, Repossi, Piaget, Pomellato, Chopard qui font faire un sapin avec un joli cadeau au pied du sapin. Des propos recueillis par Juliette Rappert. Je vous rappelle la date de cette vente aux enchères, le mercredi 8 décembre à 18 h à l'Hôtel de Paris. La kermesse œcuménique s'est tenue ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille et a reçu la visite du prince Albert II. Cet événement associatif permet chaque année de récupérer des fonds pour les personnes dans le besoin. En collaboration avec cette église de la Principauté de Nice, la kermesse récolte de nombreux objets et les vend tous les ans le premier samedi de décembre. Et cette année, la kermesse a remporté encore un franc succès. Il était de retour après une année 2020 largement impactée par la pandémie de la Covid. Le Téléthon a eu lieu ce week-end. Bénévoles, visiteurs et organisateurs étaient réunis pour la bonne cause, mais le bilan est assez mitigé, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage signé Vanessa Dessy, Serge Prémont et Louis Borgia. Le rendez-vous était tout d'abord donné à l'espace Ravel au Grimaldi Forum tout au long du week-end. Braderie de vêtements et de jouets, zumba, maquillage, de nombreuses animations étaient prévues afin de récolter des fonds pour le Téléthon. Des dons utiles pour la recherche et la sensibilisation du public aux maladies rares. Ça a été un petit peu difficile au niveau de la fréquentation, mais je viens d'apprendre par le coordinateur de Nice que ça a été un petit peu partout la même chose. Les conditions sanitaires, le pass, etc. ont limité les entrées. De plus, la montée du taux de virus inquiète un peu les gens. Donc nous espérons vivement que tous les gens qui ne sont pas venus vont faire des dons sur le 36-37. Les sapeurs-pompiers de Monaco s'étaient mobilisés comme chaque année. La grande échelle est l'attraction la plus populaire auprès des tout-petits. Un sacré courage pour ces enfants qui ont aussi conscience de participer à une belle cause. L'argent pour participer à cette échelle, il va être donné à des enfants malades qui sont à l'hôpital pour que les docteurs puissent leur acheter et trouver de bons médicaments pour qu'ils guérissent. C'est une maladie très rare. Ça m'a fait un peu peur, mais après, c'était bien, j'étais excitée de monter. Le 28 janvier prochain, le restaurant Le Cordon d'Or au lycée technique et hôtelier proposera un dîner au profit du Téléthon. Et vous l'avez entendu, au-delà de ce week-end d'animation, il est toujours possible de faire des dons et de faire monter la cagnotte au profit de la recherche en appelant le 3637.
On l'a vu, l'impact Covid n'a pas été négligeable sur le Téléthon. Plus généralement, au-delà des terribles conséquences qu'a eu la maladie sur la santé, cette crise a contribué à creuser un fossé qu'il sera bien difficile de gommer entre les pros et anti-vaccins pour tenter de déterminer le profil de chacun et de quelle manière cet antagonisme va évoluer. Nous sommes avec l'auteur de l'ouvrage « Métamorphose ou déchéance, où va la France ?», le sociologue Michel Vieviorca. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, peut-on parler d'une fracture sociale qui serait née à la suite de la crise de la Covid-19, où le terme vous semble inapproprié ou peut-être trop fort? Je pense que la crise sanitaire n'a pas créé de fracture sociale, mais en a amplifié certaines. On l'a vu très nettement d'abord à propos du numérique. Tout le monde n'accède pas de la même manière au numérique. On l'a vu aussi dans le rapport au travail. Tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Il y avait des gens qui sont obligés d'aller vider les ordures, de faire de la sécurité, d'être aux caisses des supermarchés, etc. On a vu aussi des fractures dans les modes de vie. C'est une chose que d'habiter dans un appartement minuscule, dans une banlieue surchargée avec 3 ou 4 enfants dans 3 pièces, 2 pièces. C'est autre chose que d'habiter à la campagne, dans une grande maison, etc. Et donc, tout ceci a été comme amplifié, exacerbé par la crise sanitaire. On a vu aussi des professions s'en sortir mieux que d'autres. On a vu, par exemple, les professions de santé qui étaient vraiment, comment dirais-je, en situation dramatique, qui ont fait un travail extraordinaire, être reconnus pour tout ça, même si ça n'est pas suffisant. Mais quand même, reconnus par la société d'abord. Vous vous souvenez, on tapait à 20h, on faisait du bruit pour les acclamer sur nos balcons. Et surtout, le Ségur de la santé qui n'est pas négligeable, même s'il ne suffit pas à mon avis. Mais il y a d'autres professions qui n'ont rien reçu du tout, ou très très peu, ou très insuffisamment. Je suis frappé de voir d'ailleurs que les enseignants n'ont pas été traités aussi bien que les professions de santé. Mais Michel Vieviorca, si l'on s'en tient au fossé entre partisans et opposants à la vaccination, alors eux semblent tout de même issus de milieux sociaux différents. Quel est leur profil? Alors, le refus de la vaccination, la critique du pass sanitaire, qui sont allés très souvent de pair avec des sentiments très violents à l'égard du chef de l'État. Il y a un côté anti-Macron aussi qui était très très fort. Le cœur de cette contestation n'est pas social, vous avez raison, il est culturel. Il tient au fait que des pans entiers de la société, soit pour des raisons très, très anciennes, il y a des gens qui sont anti-vaccins depuis très longtemps, il y a des gens qui pratiquent des médecines parallèles, très parallèles si je peux dire, depuis très longtemps, qui n'ont pas confiance. Mais ça s'est accentué, et ça s'est d'autant plus accentué que ça a quand même un peu patiné au début, le côté vaccination en France. Et donc, il se met en place des logiques de rupture avec la science, de rupture avec une certaine raison, et c'est amplifié par les réseaux sociaux et par Internet, parce qu'aujourd'hui, vous et moi, qui n'avons aucune formation scientifique ou médicale, je suppose, eh bien, nous pouvons être un grand médecin ou un grand scientifique. Nous pouvons passer des heures sur Internet à farfouiller, à chercher, à regarder, à accéder à toutes sortes de choses et à croire que nous savons bien, que nous savons tout. Donc les réseaux sociaux ont contribué en quelque sorte à creuser ce fossé? Les réseaux sociaux, oui, parce qu'ils fabriquent des communautés de gens qui pensent de la même façon et j'allais dire, chacun se monte le bourrichon les uns avec les autres. Vous comprenez? Vous êtes sur un réseau. Les réseaux sociaux, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui pensent un peu la même chose, de la même manière. Donc, si vous vous apercevez que vous n'êtes pas seul à penser que tel type de médicament dont on vous parle, qui est interdit en France, mais qu'on peut se procurer depuis la Suisse par courrier, on va y accéder de cette manière-là, eh bien, ça va créer des solidarités. Mais qu'est-ce qui a pris le pas chez les opposants au vaccin? C'est la peur du vaccin ou c'est un réflexe d'opposition au pouvoir comme vous l'évoquiez? Finalement, c'est un marqueur social ou politique, cette prise de position? Le cœur des choses, le cœur de la contestation, c'est le refus de la vaccination. Si vous ne refusez pas la vaccination, on ne vous impose pas un pass sanitaire. Et par conséquent, le problème est réglé. Et donc, le thème, c'est liberticide, ça atteint à ma liberté. Il est venu se poser sur le thème « Je suis contre la vaccination ». Le cœur du problème, il est là.
Et le phénomène, alors qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, les scientifiques se sont retrouvés décriés comme jamais. Alors, d'un côté, les scientifiques ont été contestés, mais surtout, la science est devenue l'objet de débats non scientifiques. Comprenez, il est hallucinant de savoir que pour être pour ou contre le professeur Raoult, je prends un cas extrême, mais qui a fait beaucoup de bruit, C'est révélateur. eh bien, il va falloir faire confiance à un chanteur de variété ou à un grand footballeur. Mais enfin, qu'est-ce qu'un chanteur de variété ou un grand footballeur peut me dire de la médecine, de la science, de la recherche, etc. Les passions se sont développées, imposées, et le débat a mal tourné. Vous savez, les scientifiques discutent entre eux. Il ne faut pas croire que la science, c'est un ensemble de gens qui pensent tous de la même manière. Mais comment est-ce qu'on discute entre scientifiques? On prend son temps, on envoie des communications, des gens répondent, des revues publient des articles, il y a des colloques, des congrès, des réunions, une vie de laboratoire. Enfin, il y a tout un épais tissu de choses qui se sont comme dissoutes parce qu'à la télé, un tel avait dit ceci et que tel autre avait dit cela. Donc, si vous voulez, oui, il y a des inquiétudes sur la science. Et en même temps, quand on y pense, qu'en un an, on est disposé d'un vaccin, même de plusieurs vaccins pour affronter cette pandémie, enfin, qui aurait pu imaginer un scénario aussi positif et qui doit tant à la recherche? Merci Michel Vieviorca pour cet éclairage sur le fossé qui se creuse actuellement à la faveur de cette crise sans précédent. Merci à vous. Ouvrons un large chapitre sportif, comme chaque lundi, beaucoup de résultats, mais aussi cette belle affiche samedi à Monaco lors de la remise des Awards de la Fédération internationale de moto. Tous les champions 2020-2021 se sont donné rendez-vous à la collection de voitures du Prince avant une soirée de gala au Sporting. Vanessa Dessy les a rencontrés. Les images sont signées Olivier Bonello et Alexa Vial. Sacré champion du monde MotoGP, à seulement 22 ans, Fabio Quartararo a gagné son titre sur l'ensemble de la saison en sachant rester régulier. C'est en toute simplicité que le pilote niçois revient sur ce parcours. On a eu des moments assez compliqués, j'ai dû me faire opérer de mon avant-bras, ma combinaison s'est ouverte sur une course, donc c'est vrai que ces deux courses on a perdu énormément de points et on a quand même réussi à gagner ce championnat, donc vraiment je suis très très fier de ça. Ça me fait énormément plaisir d'être ici à Monaco, je viens quand j'ai l'opportunité de venir à Nice, j'aime vraiment venir ici avec ma famille, passer un très bon moment, donc c'est énorme de pouvoir venir visiter un endroit aussi beau que celui-là. Dans une discipline à peine médiatisée, le motocross sidecar fait appel à deux personnes, le conducteur et le passager qui travaillent afin de garder le sidecar équilibré et orienté dans la bonne direction. Son rôle est primordial et Nicolas Musset en sait quelque chose car il signe son deuxième titre mondial. D'être ici à Monaco avec tous les champions du monde, on réalise un peu plus forcément. Et encore plus à Monaco, c'est la première fois que je viens dans cette ville. C'est vraiment top de faire ça ici, je trouve. Dans tous les cas, quand on est sportif de haut niveau et qu'on est actuellement champion du monde, forcément c'est de rester au haut niveau. Voilà, l'année prochaine j'ai changé de pilote, donc c'est un nouvel objectif. Forcément oui, c'est de rester sur cette direction et conserver le titre. Avant d'assister à la remise des prix de la Fédération internationale de moto, tous les champions du monde s'étaient retrouvés à la collection des voitures de Son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. La FIM, la Fédération internationale de moto, a pris contact avec moi en septembre pour nous demander si éventuellement on pouvait organiser un événement un peu informel avant leur remise des prix qui aura lieu ce soir au Sporting. Donc du coup, on a convenu de faire ça à la collection de voitures parce que c'était un lieu évidemment avec du sport mécanique. Un seul objectif pour tous les champions du monde moto, continuer à travailler pour conserver leurs titres mondiaux la saison prochaine. De la moto au baquet de Formule 1, il n'y a qu'un pas, Chrisinda. Le premier Grand Prix d'Arabie Saoudite de l'histoire a offert une course dantesque aux passionnés de Formule 1. 3 départs, 2 drapeaux rouges et une lutte pour le titre de tous les instants entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. À l'arrivée, c'est bien le Britannique qui sort vainqueur de la course devant son rival, avec en prime le meilleur tour en course. Les deux pilotes sont donc à égalité avant le dernier Grand Prix de la saison. Autre bonne opération au classement, celle du Monégasque
monégasque Charles Leclerc qui termine 7e de la course et s'empare ainsi de la 5e place du championnat. Du football, retour sur le match de Ligue 1 entre l'AS Monaco FC et Metz. Et large victoire des Monégasques face à Metz. Les hommes de Niko Kovac ont remporté le match hier au Stade Louis II. 4-0. Les Monégasques remontent donc à la 7e place du classement, à 3 points du podium. Nous avons recueilli pour vous les réactions d'après-match. Belle semaine. Après, c'était la réaction nécessaire, comme vous avez dit, après le petit accro. On n'avait pas été efficace et contre Angers et cet après-midi contre Metz, on l'a été et ça nous a souri. Très belle prestation aussi de Nebel qui nous a rassurés. Et ouais, tout roule en ce moment. Prochain match de l'AS Monaco. Jeudi soir, les Rouges et Blancs affronteront les Autrichiens de Graz en Ligue Europa. Sport d'équipe encore, mais du basket à présent. La Roca Team retrouvait samedi le championnat de Betclic Elite après une série de matchs d'Euroleague. Monaco a assuré l'essentiel avec une victoire 90-83 contre Chalon-Reims. Frédéric Elion revient sur ce succès qui fait du bien. Cela faisait 20 jours que la Roca Team n'avait plus connu le goût de la victoire. Après 4 défaites consécutives en Euroleague, Monaco a retrouvé la voie du succès face à Chalon-Reims samedi en Betclic Elite. Tout n'a pas été parfait pour les Monégasques, notamment en défense avec 83 points encaissés. Scotty Reynolds, 30 points à 11 sur 16 au tir et 7 passes décisives. Et Gani Lawal, 20 points, 9 rebonds, ont longtemps permis au CCRB de croire à l'exploit. Le meneur américain et l'intérieur nigérian inscrivent 25 des 27 points de Chalon-Reims dans le deuxième quart-temps. Monaco est dominé au rebond, mais vire en tête à la pause d'un point, 43-42. La Roca Team va faire la différence en deuxième mi-temps avec un Alpha Diallo omniprésent. 14 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. Donta Hall multiplie les dunks et apporte de la présence au rebond. Rob Gray plante 18 points. Monaco va faire le break grâce à un excellent passage de Paris Lee en début de quatrième quart-temps. Le meneur inscrit 8 points en 2 minutes et quand il ne marque pas, il est à la passe pour Donta Hall. Monaco prend 6 points d'avance et l'emporte finalement 90-83. On a perdu Istanbul et on savait qu'on rejouait 2 jours après contre Chalon-Reims. Il faut arriver à switcher vite, arriver à attraper les systèmes mis en place assez rapidement. Et voilà, on savait que cette équipe, d'ailleurs, elle allait arriver avec beaucoup d'énergie parce que ça faisait 2-3 semaines qu'ils n'avaient pas joué et que de toute façon, toutes les équipes contre nous, elles sont pleines d'envie et eux, en plus, ils avaient l'énergie dans les jambes. Donc on savait que ça allait être un match où ils allaient être assez accrocheurs. On n'a pas lâché et que défensivement, on a su relever le niveau. Au bon moment, on a su faire les bons stops. Mais ça a été un match très difficile et assez poussif quand même. Avec cette victoire, la Roca Team consolide sa deuxième place au classement derrière Levallois avant le choc de mardi soir contre l'Asvel. Tiens, l'Asvel, une vieille connaissance d'Euroleague également. Un peu de dépaysement. Partons à Dubaï où se sont tenus les championnats du monde d'échecs à l'exposition universelle. Les échecs qui sont en vogue, le manga monégasque Blitz en a d'ailleurs fait la toile de fond de son intrigue et la société Shibuya qui l'édite a saisi l'occasion de ces championnats pour présenter le dernier tome. Le reportage à Dubaï de Bastien Bory. Au cœur du pavillon Monaco trône un objet littéraire non identifié. Il se lit à l'envers mais quand même de droite à gauche et il est un mariage qui n'avait jamais été célébré, les échecs et le manga. Une réussite selon la championne Sophie Millet. C'est un vrai combat de l'esprit en fait et dans le manga en fait ça illustre parfaitement ce qui se passe un peu dans la tête des joueurs. Qu'en fait il y a une grosse intensité, qu'il y a pas mal d'émotions qui jouent dans les parties. Ce manga, c'est Blitz, création monégasque parrainée par Garry Kasparov, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Objectif, élargir le public du jeu d'échecs. Ça peut également aider à développer des capacités logiques, ça peut aider à développer de la patience, le respect de l'adversaire. Et aussi ce que j'aime bien dans les échecs, c'est la mixité sociale. Au contraire de beaucoup d'autres compétitions, femmes et hommes peuvent jouer ensemble, mais les effectifs sont encore inégaux. Après, le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait une minorité de joueuses qui est de l'ordre à peu près de 20%. Donc ça, évidemment, ce serait bien
de pouvoir améliorer ça. C'est depuis toujours, hein, les échecs, c'est un jeu ancestral aussi, donc les femmes sont mises à jouer un peu plus tard que les hommes, et il y a toujours eu un peu ce surnom, même si au niveau des effectifs, il y a de plus en plus de femmes quand même qui jouent et qui s'y intéressent. Et quand Gareth Wittstock, secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène, se mesure à Sophie Millet, c'est l'homme qui a besoin d'un coup de pouce. Gareth Wittstock qui était sur tous les fronts décidément à Dubaï, puisqu'avec sa casquette de président de la Fédération monégasque de rugby, il a accompagné les deux équipes qui participaient au tournoi Invitation et Open de l'Emirates Dubai Sevens. Quel a été le parcours des Impies et Oumoussa? Retour sur cette belle aventure humaine et sportive avec Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Nous sommes en plein désert de Dubaï. Au milieu de rien, on y célèbre ici le rugby à 7. Une ambiance surréaliste qui attire des milliers de fans sur 3 jours de compétition. Après un World Rugby 7 Series à huis clos l'an dernier, les meilleures équipes étaient présentes pour cette étape incontournable du circuit mondial. En marge de ce tournoi majeur, des compétitions de catégories différentes. Monaco participe cette année à 2 d'entre elles, le tournoi Invitation avec les Impies et l'Open avec les Oumoussa. S'il y a bien évidemment un challenge sportif, l'objectif est avant tout le partage, car ces 2 équipes sont composées de joueurs et joueuses expérimentés et de jeunes monégasques. La problématique est différente pour les filles et les garçons. Les filles, c'est la première édition, elles sont débutantes, donc elles sont à un niveau moindre. Donc on a pris surtout sur l'assiduité et la performance aux champions d'Europe. Les garçons, c'est différent, on est vraiment sur du très très haut niveau. Donc sans cacher la vérité, ils auront peu de temps de jeu. C'est surtout leur donner une grosse expérience. C'est pour ça qu'on a pris des très jeunes joueurs à fort potentiel, dont 2 jouent dans des clubs pro. Pour la 4e fois, les Impies fouleront les terrains de Dubaï. Leurs bons résultats des années précédentes les ont promus au tournoi Invitation, soit le niveau au-dessus. La Fédération monégasque de rugby avait fait le recrutement en conséquence, mais la crise sanitaire est venue contrarier ses plans. Privé de plusieurs joueurs, notamment sud-africains, Terry Bouraoua, ancien capitaine de l'équipe de France à 7 aux Jeux de Rio en 2016, est venu renforcer les rangs à la dernière minute. D'un côté, l'expérience, de l'autre, la jeunesse avec Kélian Giroud et surtout son audace. À tout juste 17 ans, il offre le nul à son équipe dans les toutes dernières secondes pour le premier match et pas face à n'importe qui, les champions olympiques 2016, les Fidji. C'est pas tous les jours qu'on joue contre des anciens champions olympiques, donc voilà, plutôt surpris, pas surpris du résultat, mais on a franchement posé une vraiment belle résistance par rapport aux standards des gars qu'on avait en face. Ça apporte beaucoup de confiance aussi. Ouais, je pense qu'on a eu vraiment une belle équipe et en plus, techniquement parlant, on n'a pas joué je pense à notre meilleur niveau, donc on va continuer à progresser, à monter en puissance jusqu'à la fin du tournoi. Et cette montée en puissance, ils la prouveront avec une victoire contre les Allemands qui, contrairement aux Impies, jouent ensemble tout au long de l'année. Chez les Oumoussa, l'entrée en compétition se déroule parfaitement. 0 essai encaissé sur les 2 premiers matchs. Les filles ont trouvé rapidement leur repère. L'alchimie est là et c'est bon pour la confiance. Hyper fier, tout le monde a pu rentrer. On fait le taf en première mi-temps pour que tout le monde puisse rentrer après. Tout le monde participe à la fête et c'est super. Vendredi 3 décembre, la chaleur est toujours là, même au petit matin. Les Oumoussa ont rendez-vous pour leur dernier match, rencontre qualificative pour les quarts de la Cup. Le réveil ce matin, il était un petit peu tôt, mais là, ça y est, on est lancé. Et le feu, après, il n'y a qu'un match à jouer, donc on donne tout aujourd'hui, puis on garde des forces pour demain, pour aller chercher la finale à la fin. Si les 2 premières rencontres ont été des formalités, la dernière de cette poule sera moins aisée, mais tout aussi à leur portée. Elle reste invaincue depuis le début du tournoi. Le niveau technique des filles, de nos filles, a fait la différence. Après, on est rentré un peu moins fort dans ce match-là que dans les 2 d'hier. Mais ouais, c'est notre niveau de technique et la fraîcheur de nos filles, je pense. Les Impies, eux, veulent marquer le coup après une journée sans défaite la veille. Ils affrontent aujourd'hui des Russes surmotivés. Les Russes, ça va être un peu le même schéma que les Allemands, très structurés, sans génie, mais c'est répéter des efforts, ils sont raides au contact. Voilà, ça va être
plus le format du deuxième match que contre les Fidjiens. Et les Russes leur auront en effet causé des difficultés. Les Impies ont du mal à trouver la faille et le fait d'être en effectif réduit ne rend pas la chose simple. Malgré de bonnes choses en deuxième mi-temps, ils s'inclinent 26-12. We really wanted to win that one, but I think, like I said, we only met this week playing against a team that have been playing together for long. I think the boys gave a good show in the second half. First half was a bit because we didn't get the ball, but I think second half the guys played very well. Malgré cela, les Impies accèdent à la consolante. Nouvel objectif maintenant, remporter la Shield, même si cela n'était pas le trophée convoité. Samedi 2 décembre, l'aventure des filles s'arrête aux portes des demi-finales. Après un parcours sans faute permettant à l'entraîneur Fabien Camin de faire jouer tout son effectif, les Oumoussa butent sur les Mo Sisters Scorpions. Grosse déception, elles qui espéraient aller plus loin pour leur première participation. Et merci parce que personnellement je me suis dépassée pour venir ici, pour partager cette aventure avec vous, juste parce que j'avais envie de partager une aventure humaine et je l'ai eu et merci les filles, vraiment merci. Et sincèrement déçue, on a fait 2 belles premières journées et là on avait envie d'aller plus loin, on avait envie que le collectif puisse jouer et malheureusement manque de patience comme l'a dit Fabien et c'est comme ça, c'est les joies du set, ça va vite, ça peut vite s'effondrer, mais c'est pas grave, on a tout donné, on a participé pour la première fois à une belle compétition. Et voilà, c'est une belle expérience, on verra l'année prochaine. Tout repose désormais sur les Impies en finale de la Shield. C'est la guerre des nerfs à ce jeu, c'est ça. C'est à celui qui, avec la fatigue, arrive à s'en sortir, quoi. C'est ça, on est tous fatigués, eux, nous, c'est celui qui va avoir le ballon, encore plus que la première journée, parce que quand on a le ballon, on se fatigue un peu moins, c'est la réalité. Donc on verra. L'effectif diminué, l'absence du capitaine Matt Turner, un banc réduit, la finale sera compliquée pour les joueurs de Nicolas Bonnet et de Thibaut Giroud. Même si l'envie de remporter un premier titre pour Monaco est là, la coupe s'éloigne, défaite contre les Apaches 26-7. Voilà l'histoire des Impies et des Oumoussa, l'Emirates Dubai Sevens, 2 équipes qui auront tout donné. Malgré l'intensité des matchs, malgré la conjoncture, elles viennent de vivre l'une des plus belles aventures que seul le sport peut offrir. Un tournoi qui s'est donc déroulé sous un soleil de plomb à Dubaï. Ici à Monaco, le soleil fait de belles apparitions, Christine Datomel, mais en revanche, pour ce qui est des températures, ce n'est pas la même chose. Le temps qui s'installe mardi sera généralement clair, mais durant l'après-midi, quelques passages nuageux sont prévus. La journée est en partie ensoleillée, du côté des températures 12 degrés pour les maximales et 7 degrés pour les minimales. Le soleil se lèvera à 7h48 et se couchera à 16h55. Mardi, nous fêterons les Ambroises. Ainsi se referme ce journal. Nous nous retrouverons demain à 19h pour une nouvelle édition. Nous nous quittons sur les photos de fin de Stéphane Dana et cette belle palette de champions moto réunis à Monaco le temps d'une journée. Je vous souhaite à tous une très belle et douce soirée.